Eh ben écoutez, bonjour à tous. Alors je suis désolé aujourd'hui, Olivier n'a pas pu être présent. Il a eu quelques impératifs de son côté. Du coup, j'ai dû remanier un petit peu la présentation. Donc ça sera un petit peu moins coquin que prévu pour ceux qui connaissent le sujet du site internet d'Olivier. Aujourd'hui, je vais vous parler, essayer de vous partager un petit peu ce qui a été une méthode ou un mode d'application de l'IA avec quelques exemples sur le e-commerce, mais finalement que vous pouvez très facilement transcrire sur toute typologie de projet. Et littéralement, nous, on appelle ça gérer l'IA en mode projet. Donc moi, je suis Christophe de l'agence Sutunam. En 3 mots, Sutunam, on est une agence spécialisée Magento depuis quelques années aussi, avec une grosse compétence AIVA. On est à Lyon et à Hanoï, au Vietnam, un petit peu plus loin, donc il y a 12 000 bornes de là. Et d'où le nom Sutunam. On a fondé ça il y a un peu plus de 15 ans. On a même fêté nos 16 ans cette année. Donc le pitch, vraiment, ce qui va être un peu le fil conducteur, ça va être comment être augmenté par l'IA. Et ce qui était hier plutôt difficile, voire des missions quasi impossibles, comment ça devient beaucoup plus accessible, comment on peut le faire dans des délais beaucoup plus restreints, et surtout la partie comment ça dure dans le temps, c'est maintenable. C'est-à-dire c'est des sujets sur lesquels on peut au final construire des choses qui restent et qui sont solides. Ce qui, il y a encore 6 mois, 1 an, était difficile, c'est-à-dire qu'il fallait être extrêmement bon en IA pour arriver à faire ça. Et aujourd'hui, avec quelques petites consignes que je vais essayer de vous donner, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on forme à la fois chez nos clients et nos développeurs ou nos chefs de projet. On arrive à faire vite de la magie et l'idée, c'est de vous partager un petit peu ça. Donc avec des exemples concrets et donc une possible méthode un petit peu d'utilisation. Donc il y a 1 an, je faisais une petite conf ici, donc c'était un peu plus d'1 an, c'était au mois de mars, il faisait moins chaud. On avait 3 façons d'utiliser l'IA, c'était le fameux copier-coller, vous allez dans ChatGPT, vous lui posez une question, vous revenez ChatGPT ou un autre. Dans les outils, à l'époque, on n'avait pas encore la rédaction automatisée dans Gmail, ou alors via des orchestrateurs d'agents. À l'époque, l'orchestrateur d'agents, donc c'est les fameux schémas comme ça qu'on a tous vus sur N8N ou sur d'autres solutions. C'était un petit peu l'usage avancé, ce qui permettait de faire des choses compliquées ou quand on voulait aller un petit peu plus loin, interconnecter des données. Aujourd'hui, les agents sont beaucoup plus avancés, ils permettent de faire beaucoup plus de choses, ils sont, on va dire, plus intelligents, c'est l'intelligence artificielle. On peut les connecter à nos données. On a vu, avant pour les connecter à nos données, il fallait faire ce genre de schéma, avoir des connecteurs dans tous les sens. Aujourd'hui, connecter un agent IA à ces données, c'est beaucoup plus facile. Et surtout, il y a des versions d'agents IA qui permettent de travailler directement sur vos données. Donc on parle littéralement de leur donner accès à nos dossiers, à créer des fichiers, etc. Ce genre de choses. Ce qui fait une grande différence dans l'usage, ce qui sera un petit peu une partie de mon fil conducteur, ça va être comment est-ce qu'on gère ça dans ce qu'on appelle le contexte, la persistance et l'accès aux données et les outils. Donc, je vais dérouler un petit peu sur ces éléments-là. Le contexte, c'est, si vous êtes utilisateur de Claude, vous avez tous déjà vu un petit peu cette petite fenêtre là qui est remplie à 99%. C'est votre mémoire instantanée. C'est ce sur quoi travaille un petit peu votre agent. Donc ça va être les derniers prompts que vous lui avez envoyés, ça va être le dernier document, les derniers échanges, finalement vos dernières questions, ses dernières réponses et les documents sur lesquels il s'est basé. Il se remplit et au fil du temps, il va finir par déborder. Donc on va arriver, là vous êtes sur un contexte Claude, c'est le fameux 1 million de tokens. Il va se compresser, il va se résumer et il va perdre de la donnée. Donc ça c'est vraiment votre objectif, ce sera d'avoir un petit peu toujours ça en tête et de se dire, avant que je perde cette donnée-là, c'est-à-dire qu'elle soit automatiquement résumée par une IA qui choisit ce qu'elle retient, lui faire retenir et stocker, donc la fameuse deuxième composante qui est la persistance, les données qui sont importantes, donc la documentation projet, ce genre de choses. La persistance, c'est un bien grand mot. Si on avait à retenir une seule chose, c'est documenter. C'est-à-dire quand vous avancez dans votre projet, vous allez tout simplement indiquer à l'agent d'aller stocker, de créer la documentation ou d'aller stocker les informations importantes. Et on va le voir en fait, c'est parce qu'on a un mode d'utilisation de l'IA qui est complètement différent. Au lieu de l'utiliser comme satellite, elle devient vraiment
en fait le lieu central où vous gérez votre projet, que ce soit pour créer un outil ou que ce soit pour driver un projet. Ça peut être pour rédiger un devis, ça peut être pour littéralement gérer la refonte ou le replatforming de votre site, ou d'appliquer la nouvelle stratégie marketing sur votre projet. Donc le principe il est assez simple, organiser, stocker, ce qui finalement est documenté, et l'IA est un excellent documentaliste. Ici on a un petit peu le schéma, je vais passer vite rapidement. Le contexte, c'est votre mémoire RAM, c'est ce qui va vite, ce sur quoi il peut travailler, c'est ce qu'il a en contexte, pour le coup ça porte bien son nom, ce sur quoi il travaille instantanément. Et la persistance, ça va être d'autres documents sur lesquels il va pouvoir s'appuyer. Et en fait, le système de persistance va stocker une documentation, plutôt que d'être stocké dans un seul fichier d'1 million de paramètres, il va aller stocker des petites parties de votre documentation qui correspondent à l'implémentation que vous êtes en train de faire. Donc si vous êtes en train de faire un reporting sur votre carte cadeau, sur l'utilisation de votre carte cadeau par exemple, le mot carte cadeau va déclencher la documentation carte cadeau, il va aller chercher le contexte carte cadeau et être beaucoup plus pertinent, savoir que vous les vendez hors taxe, que vous avez une codification qui est différente entre les cartes cadeaux magasins, les cartes cadeaux que vous vendez sur le web, que quand elles sont achetées, elles ne sont pas forcément utilisées, donc il ne faut pas confondre les deux, etc. etc. C'est vraiment un usage par mots-clés. Après, je vous passe le détail sur le stockage, parce que je crois qu'on est déjà bien dans le temps. Stocker, organiser. Donc j'ai pris une photo de mon dossier VRAC et une photo d'un dossier géré par l'IA. Donc littéralement, ne faites pas ça et débrouillez-vous pour gérer avec l'IA ce genre de choses. Un des freins qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, on peut commencer un projet IA, lui apporter tous nos dossiers. Si on lui les apporte comme ça, il faut que le premier travail qu'on mette en œuvre, c'est de le transformer en quelque chose de stocké. Ici, vous avez une arborescence qui est un petit peu typique d'un dossier avec un petit peu de codage, c'est-à-dire cadrage, métier, source, décision, etc. On peut avoir une arborescence qui va s'auto-construire, vous n'avez pas besoin de répéter cette arborescence. Vous faites créer l'arborescence par l'IA. Encore une fois, c'est un excellent documentaliste. La dernière clé, c'est la partie la gestion des compétences de votre IA et la gestion des données. Donc si vous êtes en mode cowork ou en mode Claude Code, pour citer les utilisations de Claude, l'IA, elle permet de construire des outils qui deviennent persistants, de requêter une base de données, de créer des documents, d'envoyer un email. Elle ne va pas juste vous dire voilà un email et vous pouvez l'envoyer. Elle peut aussi directement le déclencher, elle peut mettre à jour une base de données, elle peut vous créer un dashboard qui affiche des statistiques, la statistique que vous avez envie d'avoir, et vous la faire évoluer. Et surtout, on a une capacité à accéder à nos données, donc que ce soit notre base de données, donc typiquement notre base Magento, ou des données qui sont des documentations, de la documentation fournisseur pour créer des fiches produits, de la documentation sur l'utilisation d'une API pour aller récupérer l'utilisation de mes cartes cadeaux au sein de mes magasins ou ce genre de choses. Donc pour connecter une base de données, des ressources, des outils métiers pour aller chercher des stocks, etc. Un usage classique, ça peut être j'ai besoin de faire un appel d'offres, sors-moi toutes les chaussures de sécurité qui sont compatibles avec la norme ES3, sachant que ES4 couvre la norme ES3. Moi, je ne le sais pas, mais l'IA le sait. Elle va être capable de filtrer les produits, d'aller chercher ceux qui sont en stock dans l'ERP et de faire une réponse préqualifiée à un appel d'offres. Donc tout ça avec nos données et sur la base de requêtes SQL et pas forcément d'avoir envoyé toute sa base de données à l'intelligence artificielle. Donc ce qu'on appelle le mode projet, mais à ne pas confondre avec projet dans Claude pour ceux qui utilisent Claude, c'est finalement vraiment utiliser l'IA comme un outil central. Je prends un exemple avec Claude Code, vous pouvez le faire avec d'autres outils. J'ai simplifié parce que c'est aussi l'outil le plus utilisé. Et l'idée, c'est de construire son contexte, le faire persister et dialoguer avec ses données. En fait, au lieu d'aller consulter l'IA de temps en temps, considérez que c'est vous qui allez alimenter l'IA avec tous les éléments et vous allez gérer tout votre projet ou tous les éléments que vous allez apporter dans l'IA. Et c'est comme ça qu'elle deviendra littéralement votre copilote, un outil central. Et pour nous, et à chaque fois qu'on l'a implémenté chez nous ou chez des clients,
C'est vraiment ce qui change la donne et ce qui permet d'avoir un gain de productivité qui est pour le coup vraiment immense à ce niveau-là. Alors on a toujours des gains de productivité immenses avec l'IA, mais là on est vraiment sur de la décharge mentale et un copilote qui fait le boulot et qui nous assiste vraiment. J'ai oublié d'en parler, un point ultra important, comme vous faites gérer le projet à l'IA, faites-lui gérer la documentation. On a vu tout à l'heure, c'était hyper important. Donc, la documentation, c'est la persistance des données. Et faites-lui gérer votre to-do. Ça, c'est presque la clé. C'est-à-dire que vous allez lui dire, OK, il faut qu'on fasse ça. Elle va enregistrer tout ce que vous avez à faire. Elle va aussi l'organiser. Et quand vous allez commencer une requête, elle va mettre en relation les différents éléments et ordonner ce que vous avez besoin de faire. Et donc, tenez à jour l'IA. Tenez-la au courant. C'est-à-dire que si vous êtes en mode projet, vous avez fait une réunion de suivi, vous avez fait une visio, etc. Vous lui apportez la transcription, vous lui apportez les emails que vous avez échangés avec votre client. Vous ne les importez pas comme ça en lui disant « Tiens, stock-les, mets à jour la to-do, comment est-ce qu'on doit réorganiser les tâches, etc. » Et là, vous avez vraiment un gain sur la gestion de projet qui est immense et qui vous enlève une tâche qui vous fait gagner énormément de temps. C'est vraiment très simple à faire. Une partie de mon message aujourd'hui, c'est auparavant, c'était assez compliqué de gérer le projet de cette manière-là, d'interconnecter des tas de données, etc. Aujourd'hui, quand on l'enseigne à nos chefs de projet ou chez des clients, on s'arrête à 3 choses qui sont hyper simples. C'est qu'on donne 3 consignes en début de projet. Tiens, systématiquement la to-do à jour. Le fait d'indiquer des mots comme systématiquement, toujours, jamais, etc. sont les mots un peu forts. On va les stocker dans la mémoire obligatoire, on va dire, d'un outil comme Claude, fait qu'il va l'appliquer à chaque fois. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de lui dire « mets à jour la to-do ». À chaque tâche, il va mettre à jour sa to-do. Je reparle de la to-do parce que personnellement, ça a changé une grande partie de ma manière d'utiliser. Découper le travail en tâches, etc. Documente toujours, maintient la documentation. Donc là, on amène la persistance et stocke et organise. En fait, ce qu'on cherche à faire littéralement ici, c'est, je pense qu'on l'a tous vécu, il y en a qui appellent ça le mur des 50 prompts. Vous commencez votre projet, tout est magnifique, vous dites waouh, je vais faire des merveilles. Le lendemain, c'est encore super bien. Le surlendemain, waouh, aujourd'hui, Claude est con, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui fonctionne. Et en fait, vous avez rempli votre contexte. Votre contexte, il s'est compressé pour un peu que vous n'ayez pas documenté, que la donnée ne soit pas stockée. Vous avez des grandes problématiques. Ça s'applique à tous les projets, que ce soit du projet de code ou vraiment à du projet pour que ce soit pour rédiger une réponse à un appel d'offres, un devis ou faire du suivi marketing. On a vraiment tous les éléments qui s'appliquent. J'ai choisi de vous présenter un petit exemple simple, je vais le dérouler. Alors je pensais le faire en live, mais je me suis aperçu que mine de rien, Claude répond quand même en quelques secondes et en 20 minutes, c'était pas vraiment faisable. C'est un petit outil, le chat dashboard et parler à mes données. Ça, peu de valeur ajoutée, mais plutôt pour prouver ce qu'on peut faire extrêmement facilement avec l'IA. Et on verra comment après l'utiliser pour le personnaliser, que ça vous apporte vraiment de la valeur ajoutée. Donc l'idée, c'est de faire un chat sur ces données, se connecter à notre Magento, on peut lui faire des requêtes simples, donc dans une interface de chat, et on fait tout ça en quelques minutes. Les ingrédients, on a besoin de rien d'autre qu'un modèle d'IA frontière, donc plutôt un modèle avancé pour que ça se passe bien. Claude Code fait très bien le boulot. Et après, au niveau réglage, j'ai envie de dire ne pas hésiter à le mettre à fond. Un accès en lecture à sa base de données et rien d'autre. En termes de prompt, on a un prompt du type qui va être analyse la base de données. Les accès sont ici. C'est un site Magento. Il fait aussi Marketplace. Analyse d'abord la structure de la base de données et documente-la. Et ensuite, on peut attaquer directement. En vrai, je n'ai pas retrouvé l'historique de mes prompts. Et j'ai commencé par quelque chose de plus compliqué. Et je suis revenu sur ça pour la slide. On peut attaquer directement, et quand je parle quelques minutes, je pense qu'on était plutôt en secondes, sur des questions qui peuvent être toutes simples, qui sont des données qu'on a déjà dans notre back-office Magento, qui, vu comme ça, n'ont pas forcément une importance majeure. Ça va être quel est mon chiffre d'affaires sur 2025 ? Automatiquement, l'agent va aller requêter la base de données,
aller chercher les données dans la base, donc ne va pas envoyer toute la base de données à l'IA, mais va vraiment faire une requête sur votre base de données comme elle s'afficherait dans votre back-office Magento. Jusqu'ici, rien de foufou. On peut faire des questions un petit peu plus complexes. Donc on est sur un site qui fait une marketplace, donc multivendeur, multivendeur par produit, etc. On peut avoir des questions qui vont concerner la personnalisation de mes produits, combien de mes produits ont été brodés dans le magasin Intel au mois de juin. Donc pour estimer, ok, il faut que j'achète combien d'heures à la personne qui vient broder ce genre de choses. Donc ça, c'est des cas réels qui, pour le coup, sont ultra simples à mettre en œuvre. Quel est mon panier moyen en point relais? Quel est le top magasin click and collect, parce que j'ai besoin de faire du reporting à mon réseau, ce genre de choses. Quel est le taux d'usage réel des cartes cadeaux? C'est-à-dire, je vends des cartes cadeaux, mais ensuite, comment elles sont consommées? Est-ce qu'elles sont consommées en magasin, etc. Donc là, on peut avoir des choses qui sont, ok, ma commande 4167, on est le 18 juin, j'ai reçu un mail, j'ai pas reçu ma commande. Donc là, on peut aller sur son back-office Magento, aller voir, et finalement, ces infos, on les a directement. On peut aussi requêter un agent de type chat, de type la commande 1, 2, 3, donne-moi le statut, les vendeurs concernés, le suivi, où est-ce qu'on en est. Elle va nous donner un petit peu toutes les informations. Donc on voit qu'il y a un vendeur qui a expédié un petit peu plus tard, on est le 18, mais finalement on ne sait pas quel colis n'est pas arrivé. Ok, donne-moi le lien des suivis des colis. Quelques secondes plus tard, on a le lien. Elle nous dit attention pour colis privé, je ne suis pas sûr, et finalement c'était bon. Et ok. Quels sont les moyens du vendeur? Donc là, j'ai flouté le nom du vendeur. Et donne-moi un suivi graphique sur les 3 dernières années. Parce que finalement, est-ce que ce vendeur-là, on est une marketplace, donc on doit gérer des vendeurs, comment est-ce que ça se passe? Donc on voit qu'il y a, coup de bol, j'ai envie de dire pour l'exemple, un gros pic au mois de juin. On va dire, rédige-moi un mail à son attention et rappelle-lui la règle d'expédition sous les 48 heures. Donc là, en fait, on voit qu'on transforme juste de la donnée, de la data qu'on affiche, on peut aussi tout de suite actionner dessus. Donc on a un mail qui va arriver. Ok, bonjour, envoie la mail, donc ça va récupérer dans la base de données l'adresse mail. On va aller pré-rédiger, remplir avec les vraies données. Vous avez en statut moyen ces derniers temps, etc. Là où je veux insister, c'est qu'ici on n'a rien codé, ça s'est fait extrêmement facilement et pas plus, avec les quelques prompts que je vous ai donnés en exemple. Et on va voir un petit peu plus loin comment on peut aller alimenter ça. Et finalement, le but premier, c'est de vous montrer que c'est facile de créer ce type d'interface. Donc fais-moi une analyse du délai moyen d'expédition par vendeur. Finalement, on se dit on a un problème sur un vendeur. Est-ce qu'on n'a pas un problème chez tout le monde ou est-ce que c'est lié finalement à la période, il y a eu des grèves et ce genre de choses. Donc on passe d'un outil qui peut nous faire du reporting léger. C'est-à-dire qu'on va lui demander, ben voilà, le délai moyen par vendeur, avec un lien téléchargeable, un CSV, un Excel, ou finalement on aurait pu lui demander un PDF pour faire un reporting avec un graphique. On peut avoir des autres types de questions. Là, c'est un autre exemple sur un autre site. Ça va être analyse-moi les retours clients sur les cartes cadeaux. J'ai l'impression qu'on a pas mal de SAV. J'ai le SAV qui m'appelle ce matin, qui me dit voilà, les gens n'arrivent pas à se servir des cartes cadeaux. Qu'est-ce qui se passe? Là, pour le coup, on va utiliser l'IA à la fois comme requête qui va requêter la base de données, qui va aller trouver toutes les commandes qui ont des cartes cadeaux, qui va analyser le texte finalement des retours SAV, enfin des questions sur le SAV, qui va vous dire, ok, dans les problèmes, finalement, la plupart du temps, les gens pensent qu'ils n'ont pas reçu la carte, ils ne savent pas comment l'offrir, l'utiliser, et ils se demandent si on peut l'utiliser ou pas en magasin. C'est bateau, c'est un cas pour le coup réel, quand on a activé les cartes cadeaux sur un site. Et l'IA va nous faire un certain nombre de recommandations qui sont plus ou moins pertinentes, et qui va nous dire, bah, ok, tu devrais rédiger dans l'email de livraison de la carte cadeau, comment la télécharger, etc. Donc là, on est sur de la requête bateau. La vraie différence qu'on a ici, c'est que toutes ces requêtes-là, qu'on vient de voir, on les fait en 3 secondes sur notre agent IA. On n'a pas d'aller-retour sur une interface de ChatGPT, Claude ou autre. On est littéralement connecté à notre donnée. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, la fameuse notion de contexte, de savoir de quoi il parle, elle est beaucoup plus forte que si vous aviez à rédiger la même analyse. Les allers-retours que vous auriez fait avec un outil de chat sans lui donner l'information, c'est 4-5 allers-retours. Donc on a fait un petit chat
ça peut avoir son intérêt. On peut imaginer de créer un dashboard toujours de la même manière, donc toujours avec des données qui sont instantanées. Là, ce qu'on veut, c'est que ça soit accessible sur le web, pas forcément un chat, même s'il est disponible sur mon téléphone, et que ça soit indépendant de l'IA. C'est-à-dire que le jour où l'IA est en panne, oula, 5 minutes, je vais me dépêcher. Donc voilà, reprompter, on va lui dire je souhaite construire un petit dashboard e-commerce avec toutes mes fautes d'orthographe. Le répertoire public, c'est ça. La base de données à tel endroit. Tu as accès en lecture seule. Qu'est-ce que tu me proposes comme techno-organisation? En quelques minutes, on a un dashboard qui est ni plus ni moins, qui va ressembler, et vous pouvez vérifier avec vos données que vous avez dans votre dashboard Magento. On voit qu'on a un petit peu les key points. Et on a aussi des éléments qu'on peut avoir éparpillés par ailleurs. Par exemple, la gestion des avis, la note moyenne sur les derniers mois, etc. Ici, pour construire cette interface, je crois que j'ai eu 5 étapes. Il m'a sorti d'abord toutes les données. Ensuite, je lui ai demandé, ajoute-moi un sélecteur de date. Et ensuite, je lui ai dit, ajoute-moi des raccourcis sur le sélecteur de date, pour éviter d'avoir à cliquer juste pour avoir la donnée du mois dernier ou ce genre de choses. À ce stade, c'est un dashboard classique. Et on a quand même un petit peu d'initiative de l'IA. Comme je l'ai dit que c'était un site de marketplace, j'ai aussi les informations sur mes top vendeurs, sur mes ventes et mes marges qui sont calculées, parce que chaque vendeur a sa propre marge. Il va me faire un graphique. Typiquement, c'est un graphique qu'on n'avait pas, qu'on était bien content d'avoir. On peut aller ajouter un petit peu des éléments métiers, donc je vais aller un peu plus vite parce qu'il me manque beaucoup de temps. Tout à l'heure, on avait ce tableau-là qu'on avait sorti, c'est-à-dire le délai moyen d'expédition pour les vendeurs de ma marketplace. On peut lui demander, OK, ajoute le délai des vendeurs avec le lien de téléchargement au format Excel. Donc on est dans la même discussion, il y a le même contexte et tout. On va voir que ça a quelques petits impacts. Donc il nous le fait en quelques secondes. Et il va nous ajouter, tout à l'heure on lui avait demandé pour le mois de juin 2026, il nous l'a figé sur le mois de juin 2026. Donc là on voit l'impact pour le coup qui est négatif du contexte. C'est-à-dire qu'on lui dit ajoute-moi le tableau de tout à l'heure, il le fait bêtement et méchamment, il va ajouter le même tableau. Donc après on voit, extrêmement simple à corriger, relie ce tableau au sélecteur de date, il va nous le relier, et à la place de m'afficher la période, limite le tableau à 20 lignes, parce que quand on était sur une année ça faisait beaucoup de lignes, et affiche période de date à date. C'est vraiment... Pour le coup, et c'est pas flouté, mais t'as pas vu, et c'est pas filmé. C'est un site à nous, donc je vous rassure, c'est les données. On peut ajouter le même type de graphique, on en parlait, des graphiques qui sont hyper intéressants sur, par exemple, la couverture des cartes du panier par l'usage de cartes cadeaux, le montant des cartes utilisées, avec en fonction du typologie de carte, etc. Je vais un petit peu vite. Le suivi des demandes de SAV, les problèmes de livraison dans le temps. On peut aller plus loin et donc aussi transformer un tableau qu'on avait tout à l'heure en un outil qui va générer des actions. Donc on va lui demander, ajoute-moi un lien sur chaque vendeur, qui au clic va m'afficher une pop-in avec un lien vers le dashboard du côté admin et un brouillon d'email. Donc là, on a le même tableau avec la liste des vendeurs, ceux qui mettent un peu trop de temps. On clique sur le lien du vendeur et on a un email qui est préparé, on peut l'ouvrir dans sa messagerie. Et donc, pour le coup, on a transformé en tout ça, vous pouvez le faire en 1 heure. Finalement, on fait un dashboard, rajouter des éléments métiers et après rajouter finalement ce qui peut vous prendre du temps tous les jours. C'est-à-dire que chez nous, il y a quelqu'un qui ne le faisait jamais parce que finalement ça prenait trop de temps, est chargé de relancer, d'entretenir la relation vendeur par exemple. Alors on ne fait pas que de la relance de ce type-là. Un autre exemple, et je vais aller vite parce qu'il doit me rester 2 minutes. Je vais passer là-dessus. Ou pour le coup, je ne sais pas si je peux le lancer. Si. Ça, c'est un petit outil d'analyse d'interface UX. C'est notre directeur artistique, donc qui n'est pas du tout un développeur, qui s'est développé son propre outil. En fait, en utilisant juste la même méthode dont je vous parle, il a été capable de créer cet outil-là qui nous demandait depuis des années, en fait, qui demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et qu'au final, on n'a jamais pris le temps de faire, et qui va donc de lui-même, une personne qui est non technique, il va mettre sa compétence métier et vraiment son excellence sur la partie UX/UI, va être capable de développer un outil et ça change sa manière de travailler. C'est une partie du message aujourd'hui qu'on souhaite partager, c'est typiquement, voilà, c'est simple, faites-le.
mettez-le en application et en quelques heures, vous avez vous pouvez changer le quotidien d'une grande partie des métiers. On crée des outils avec l'IA, on peut les interroger avec l'IA. Il y a aussi des outils qui utilisent l'IA. Donc soit on construit un outil, on l'a vu tout à l'heure, un dashboard. On peut aussi analyser, discuter sur ces données. Je vais passer vite parce que je n'ai pas du tout de temps. Mais par exemple, quand vous faites du SAV, vous recevez une demande de SAV, vous la faites analyser par l'IA, et l'IA peut vous rédiger un brouillon de réponse. Donc encore une fois, avec le contexte, avec votre base de connaissances, etc. Dans ce contexte-là, vous utilisez l'IA. C'est plus en mode abonnement, avec un abonnement Claude Code qui vous permet de faire ça. Ça va être l'utilisation de tokens. Donc c'est juste un petit peu sur la frontière entre l'abonnement et l'API. Ce qu'un abonnement permet de faire, ce que ne permet pas de faire un abonnement, c'est de l'analyse de gros volumes. Si vous avez un catalogue, vous avez un nouveau fournisseur qui vous arrive avec un multimarque et qui vous dit j'ai 400 000 produits et du coup je vais créer un site dessus. C'est un cas vécu, il y en avait même 600 000. J'ai besoin de mettre à jour mon arborescence, de gérer mes attributs, mes catégories d'attributs, mes valeurs d'attributs de mon catalogue. Ça, vous pouvez demander ça à l'IA, elle va vous faire sur 10, elle va vous faire des projections, mais elle ne va pas vous traiter 400 000 produits. Pour 200 balles, ça serait trop sympa. Donc là, vous êtes obligé de construire un outil qui va faire ça. De la même manière, si vous voulez automatiser le service client SAV, soit vous vous connectez à chaque fois avec votre chat et vous lui dites « réponds à tel email », mais si vous voulez quand un email arrive, il y a une réponse automatique, vous devez passer en mode token. Un exemple qui utilise l'IA à l'intérieur, donc c'est un outil qu'on a pour le coup réécrit avec l'IA. C'est un outil hyper simple. J'étais pas présent, mais à ce qui paraît, Adobe va sortir un outil similaire dans la nouvelle version de Magento. Auparavant, on faisait ça comme ça avec un 8N, c'était la présentation de ma conf de l'année dernière. Aujourd'hui, on a une interface, on rend un code EAN, on a une interface qui est beaucoup plus sexy, qui va nous permettre, finalement, qui va aller chercher les données sur Internet, qui va offrir une interface aux personnes qui gèrent la PIM pour proposer directement un nom, une phrase d'accroche, une description courte, une description longue, etc. Finalement, tout ce qui construit votre fiche produit. Je lis à tes yeux qu'il faut vraiment que j'accélère. On part d'un EAN, c'est-à-dire j'ai 13 chiffres, je sors une fiche produit sur lequel je vais coller à mon arborescence de catégorie. Donc ok, c'est une boulonneuse, je suis à 95% sur la boulonneuse, ça aurait pu être une clé à cliquer à 55%, etc. C'est un système de scoring. Donc là, on voit que l'IA intervient à l'intérieur de votre outil pour apporter de la réflexion. On a aussi la gestion de la catégorie. Un des points clés, ça va être la gestion des attributs de mes fiches produits. Donc elle est à batterie. C'est une batterie 10 volts, 5 ampères, etc. qui va nous sourcer d'où vient l'information. Donc ça, c'est des choses, pour le coup, on est obligé d'avoir l'IA à l'intérieur. Et on peut créer, pour le coup, des outils. Un outil comme ça, on a toujours peur quand on parle des tokens ou quand on entend que Microsoft dépense des milliards et que, malgré qu'ils soient très riches, ils n'arrivent plus à assumer. C'est moins de 5 centimes la plupart du temps, maximum 20 centimes une fiche produit. VS, quelque chose qui peut vite prendre un quart d'heure. C'est complètement, entre guillemets, négligeable. Là, encore une fois, je suis désolé, je vais hyper vite. Ce qui fait la diff sur ces éléments-là, c'est comment vous avez apporté votre contexte. Si vous avez de la documentation fournisseur, vous allez avoir des résultats qui sont littéralement du simple au double. Je ne sais plus où j'en suis. Je vais passer vite fait sur l'image produit, parce que c'était un point qu'on avait vu. Vous avez aussi des outils qui sont... Ça, c'est Magnifique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancien FreePic. Vous pouvez faire des choses très très simples. Vous lui donnez une image, donc c'est une fiche produit, vous lui donnez l'URL de la fiche produit, une seule image. C'est un produit qui a une seule image. Vous lui faites... Ça, c'est des choses qui sont très faciles à faire, qui sont déjà préconçues. Pour le coup, vous avez juste à les modifier. Et vous avez, il va vous sortir 6 visuels, il va vous sortir des images de Packshot Studio, des images de mise en situation. On parle d'une poussette, c'est un truc qui est un petit peu compliqué à modéliser. Et honnêtement, les résultats sont assez bluffants. On a des choses où on sort des vidéos sur des ruches, etc. Et typiquement, le genre de visuel qu'on peut faire, alors qu'à la base, on n'avait rien du tout. Enfin, on avait une seule image.
Magnifique. Alors, comme magnifique avec IK peut-être à la fin, ou IC. IC, merci. Je vais très vite. Donc tout ça, ça nous amène des nouveaux paradigmes. J'ai cramé, il faut vraiment que je le coupe. Bon, si je devais vraiment résumer, au final, ce qui fait la diff, utiliser en mode colonne vertébrale votre IA, vous lui apportez vos données, et arrêtez de l'utiliser en mode satellite, c'est ce qui va vraiment changer les résultats que vous aurez avec, parce que vous aurez un contexte qui sera complètement différent. Planifiez, partez pas, ok, je vais mettre la prise électrique à tel endroit, commencez par faire les plans de masse. On a vu ranger, tout organiser. On peut faire beaucoup de choses. Quelques points d'attention, on en a parlé quand même. Si vous créez des outils sur vos bases de données, bon, attention à la sécurité, attention au coût, mettez des garde-fous, c'est facile à mettre sur une clé API. Et je crois que j'en ai fini. L'humain, quand même, au milieu de tout ça. Se former, l'utiliser. Le gros message aujourd'hui, c'est que c'est très facile. Il suffit de le faire une fois et vous le faites facilement, beaucoup plus facilement les fois suivantes. Et voilà, merci. Je ne sais pas si vous avez des questions, je crois qu'on n'a pas de temps. Alors,